douloureux. Qu'il est douloureux d'avoir eu raison 20 ans durant et de devoir aujourd'hui voir son propre pays acculé, pâtir des erreurs, des abandons et des trahisons accomplies par des gouvernements pusillanimes. Car comment qualifier autrement ceux qui, en 2008, ont sciemment donné le signal que la France rentrait dans le rang et acceptait d'être le supplétif des États-Unis en rejoignant le commandement intégré de l'OTAN qu'elle avait quitté en 1966 ? Comment qualifier autrement ceux qui, en 2008, justement, déposèrent une motion de censure pour empêcher ce ralliement et qui, parvenus aux responsabilités en 2012, ont accepté un état de fait humiliant et préjudiciable à leur propre crédibilité, certes, mais surtout à celle de la France. Comment qualifier enfin le fait d'avoir, il y a 2 ans, inscrit en toutes lettres dans la Revue nationale stratégique, socle de la loi de programmation militaire, un objectif numéro 5 dans lequel la France devait être, je cite, un allié exemplaire dans l'espace euro-atlantique, comme on eût dit le premier de la classe otanienne. La crise que nous traversons aujourd'hui ébranle le fondement que vous avez voulu donner à la politique de sécurité et de défense de la France. Ses conséquences se feront sentir encore dans 10 ou 15 ans. Elle ne peut se comparer qu'à la crise de Suez en 1956, au cours de laquelle Anglais et Français firent l'expérience amère que les États-Unis n'embrasseraient pas toujours leurs intérêts et feraient toujours primer les leurs. Alors, le programme nucléaire français devint irrévocable et la conviction du général de Gaulle se fortifia. Il fallait moderniser les armées, renoncer aux colonies et quitter la tutelle états-unienne au plus vite, en renvoyant chez elle les troupes américaines stationnées en France et en quittant le commandement intégré de l'OTAN. La leçon fut oubliée, hélas. Et nous voici dans une situation de dépendance à l'égard des États-Unis qui est critique. Et nous n'en sortirons pas sans une volonté ferme et un plan clair. Pour en donner quelques éléments, rappelons que les États-Unis fournissent la plus grande partie du pétrole de la France. Les catapultes qui font fonctionner son porte-avions. Nos pilotes y sont formés en grande partie et nombre de nos données y sont déjà stockés. J'imagine qu'on me reprochera de prendre ainsi le problème et de ne mentionner l'Ukraine que dans un second temps. Et pourtant, comment faire autrement ? Il y a trop de faux semblants dans les propos qu'on tient ces derniers jours pour ne pas devoir resituer les véritables enjeux. Nous sommes entrés dans une ère où le principal bénéficiaire de l'ordre international issu de la Seconde Guerre mondiale, a choisi de lui-même de le remettre en cause, avec pour objectif d'asseoir toujours plus son hégémonie sur le continent européen, où la plupart des États lui achètent, comme un tribut contre sa protection, une part substantielle, si ce n'est l'essentiel, de leur équipement militaire. Nous sommes entrés dans un nouvel âge corsaire. Le droit international est menacé dans son principe même quand messieurs Trump et Vance décident de tirer avantage de la guerre d'agression de monsieur Poutine et veulent, comme de vulgaires mafieux, extorquer 500 milliards de minerais du sol ukrainien pour le plus grand avantage de leur ami propagandiste Elon Musk et ses semblables. Ils exigent même que les Européens, effrayés d'échapper à la garde de l'oncle Sam, utilisent jusqu'à 5% de leur PIB pour la défense et donc pour acheter américain. Face à cela, on se paye trop souvent de mots, et ici même à l'instant encore. On fait trop souvent semblant. La France devrait-elle contrecarrer ce plan ? Oui, sans doute, il le faudrait. Sans quoi, le droit international, encore une fois, ne sera qu'un vain mot. Mais que comptez-vous faire ? Vous n'avez pas été capable de créer un lieu de discussion où les belligérants auraient pu se retrouver. Vous avez fini par croire vos propres slogans et vous imaginez qu'il pouvait y avoir une issue militaire au conflit. Comment voulez-vous faire revenir la France à la table des négociations ? En avez-vous la volonté ? En avez-vous les moyens ? On est d'autant plus fondé à en douter que M. Macron a saboté l'appareil diplomatique et que depuis 3 ans, la liste des gesticulations sans effet est hélas bien longue. Par exemple, il n'y a qu'un site de production en France de cordes au but 155. Il est à Tarbes. Loin de fonctionner à plein régime, comme on l'imaginerait en vous entendant, pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, sa remise en état, décidée lors de son rachat il y a 4 ans, est pourtant à peine entamée. Je ne dis rien de la sortie grotesque de monsieur le maire qui se faisait fort de mettre l'économie russe à genoux. De même, quand certains s'exaltent à la vue du courage des Ukrainiens et sont prêts à disposer de la vie de nos soldats et s'exclament « Il faut envoyer des troupes !» comme ils joueraient avec des soldats de plomb, on est pris d'un singulier vertige. Quand d'autres, enfin, avec désinvolture et un air entendu, se rengorgent et affirment qu'on peut ouvrir la discussion sur un éventuel partage nucléaire, on se pince. Pourquoi donc ? Et surtout, comment ?
Nous autres Français, n'ayant pas cru pendant 70 ans qu'un allié engagerait sa crédibilité atomique pour nous, comment imaginons-nous que des partenaires ou des adversaires se figureraient que nous le ferions nous-mêmes? L'affolement de nos partenaires européens ne devrait pas nous pousser à l'illogisme. Il devrait, au contraire, nous amener à avoir la discussion franche et sérieuse qui a été éludée de longue date. Et en particulier, il y a 20 ans, quand le peuple français avait refusé par référendum de ratifier le traité constitutionnel européen. Car c'est ici un des nœuds du problème, le cœur de la politique d'impuissance et d'alignement que les gouvernements français ont accepté de mener. Au nom de la concurrence libre et non faussée, au nom de la limitation des déficits, au nom d'un mandat de la Banque centrale européenne entièrement dédié à la lutte contre l'inflation, sans aucun souci de l'emploi, de la souveraineté, on a organisé un affaiblissement de l'État et le démantèlement de l'industrie dont mon collègue Tavel vous donnera demain un tableau éloquent. Ironie de l'histoire, on a même aussi étouffé le peuple grec dont la dette provenait en grande partie d'achats d'armements faits alors à l'Allemagne et à la France. Et aujourd'hui, Madame von der Leyen suggère benoîtement que les déficits cessent d'inclure les dépenses militaires. Mais que n'y a-t-elle pensé pour financer la bifurcation écologique du continent? Que n'y a-t-elle pensé pour organiser la convergence des modèles sociaux? En réalité, personne n'est dupe. Face à la crise enquistée du capitalisme, l'économie de guerre est un expédient dangereux. Et à quoi bon d'ailleurs tout cet argent? Emmanuel Macron claironne qu'il faudra dépenser non plus 2, mais 3, voire 3,5 du PIB pour la défense. Heureux hasard, c'est le montant que les think tanks américains ont fait miroiter aux oreilles des membres de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN au déplacement à Washington en décembre dernier. À quel jeu de dupes veut-on nous faire participer? De toute façon, ces discussions de chiffres pris abstraitement sont absurdes. Que feront nos partenaires de ces dépenses? S'apprêtent-ils à sauver la position américaine en Europe, comme les négociations autour du fonds Édipe le laissent présager depuis longtemps? Sur le continent, l'espèce de soufflet asséné par M. Vance aux dirigeants européens durant la conférence de Munich et la leçon humiliante infligée à M. Zelensky ont suscité, certes, de l'indignation. Mais quelle suite aura-t-elle? Vous aurez noté que Mme Meloni n'a pas réagi. L'extrême droite italienne n'est pas différente de l'extrême droite française. Loin des protestations nationalistes, elle a avant tout la soumission chevillée au corps. M. Starmer est lui aussi resté silencieux et a même démenti aujourd'hui M. Macron. Les Britanniques ne veulent pas soutenir un plan de paix des Européens dont les Américains ne seraient pas partis, donc garants. L'entente cordiale n'a certes jamais pu remettre en cause la relation spéciale. Quant à M. Merz, en passe de devenir chancelier, s'il a salué la réunion qui s'est tenue à Londres hier, c'est en invoquant la nécessité de rebâtir des ponts avec Washington. Ébouriffante manifestation de l'aspiration allemande à l'autonomie stratégique européenne, s'il en est. Il faut dire que face au risque de guerre tarifaire qui pourrait plomber l'économie allemande et en particulier l'industrie automobile, Christine Lagarde elle-même avait conseillé de se soumettre et de sortir le carnet de chèques. D'autres doivent penser de même outre-Rhin. Il faudra donc des actes si certains veulent faire croire aux éléments de langage sur l'Europe puissance. Il faudra montrer un désir commun de tenir tête à Washington. Et les occasions ne manqueront pas. Quels choix feront-ils dans le domaine spatial, numérique, militaire? SpaceX, Starlink, Amazon, Palantir, F-35? Vous-même, monsieur le Premier ministre, empêcherez-vous le démantèlement d'Atos? Sauverez-vous Vancorex? Bloquerez-vous le rachat de LMB Aerospace? Reviendrez-vous sur le contrat de Starlink à Mayotte? Et laisserez-vous saboter l'industrie française au nom de coopérations franco-allemandes comme le MGCS? À cette heure, l'inquiétude qui étreint légitimement nombre de nos compatriotes devant le risque de guerre doit nous inciter à la retenue, à l'exactitude et à la cohérence. Notre soutien à l'Ukraine est plein et entier. Le peuple ukrainien se défend d'un occupant et son combat se fait au nom du droit international. C'est la justice et l'intérêt de la France que ce droit international prévalent. C'est la même raison qui a conduit les Insoumis à soutenir constamment et à exiger du gouvernement un même soutien au peuple palestinien. Notre sécurité n'est pas en cause dans l'immédiat, mais il faut sortir le pays de l'isolement où nos gouvernements l'ont réduit à force de dire une chose et d'en faire une autre. La France n'est pas une nation occidentale, elle est universelle. Elle est membre du Conseil de sécurité, elle doit refuser l'embrigadement, elle doit se donner les moyens d'agir pour la paix et offrir son amitié et sa coopération à tous ceux qui aspirent à faire reculer sur la planète les logiques de compétition et de prédation qui suscitent les guerres. Elle en a les moyens, elle peut être entendue. Ne pouvant faire que la justice fût forte, on fit que la force fût juste, écrivait Pascal. La France peut déjouer une telle promesse de malheur, elle doit pour cela faire le choix de la grandeur. Je vous remercie.